Merci, Madame la Présidente. Alors, le moment est quand même important, je pense, et assez particulier d'une certaine façon. Ce dont nous sommes appelés à débattre et à délibérer aujourd'hui est d'une certaine manière le premier moment réellement où nous nous posons après la grande crise du Covid, des inondations et d'autres. Et c'est une situation qui appelle de notre part des interrogations sur ce que nous sommes, sur là où la ville va, sur ce qu'elle est aujourd'hui. Dès lors, je vais essayer d'en rester à la big picture, comme on dit. Je pense que les questions qui sont débattues ici appellent à prendre un peu de hauteur, et je ne vais pas discuter de tels 10 000 euros par-ci ou 10 000 euros par-là. Je pense que ce n'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Je pense que 3 éléments définissent le contexte dans lequel nous avons ce débat aujourd'hui. Le premier, c'est que nous devons prendre acte que l'autonomie communale a disparu. Nous ne travaillons plus ici dans le cadre d'une autonomie communale, nous travaillons dans le cadre d'une tutelle qui nous dicte très très fermement le cadre dans lequel nous évoluons. Nous n'avons de toute évidence pas notre destin en main. C'est vrai au niveau ici de ce qui nous est imposé techniquement dans le cadre de ce plan de gestion, mais c'est vrai aussi de façon beaucoup plus large. Le régime de ces cotisations de responsabilisation des pensions, de toute évidence, est une injustice criante qui est faite à Liège, et je ne me lasserai pas de le répéter, et non seulement parce que nous avons été interdits de nomination pendant plus de 20 ans, non seulement cela, ce qui a évidemment totalement déséquilibré le cadre et eu les conséquences qu'on connaît, et donc le fait que l'autorité, en l'occurrence fédérale, mais également régionale, nous impose d'évoluer dans un cadre dans lequel on nous interdit de faire d'une main ce qu'on nous oblige à faire de l'autre, est quelque chose d'évidemment totalement insupportable, et qui dit aujourd'hui notre perte d'autonomie politique. Ça, c'est la première chose. Cette cotisation de responsabilisation, ces cotisations de responsabilisation sont également injustes pour une autre raison qu'on ne met pas suffisamment en cause et qu'on ne souligne pas aujourd'hui suffisamment, c'est que les agents qui rendaient le service public à une population de 50 000 personnes plus peuplée que ce qu'est Liège aujourd'hui, dans les années 70, sont aujourd'hui ceux qui sont à la retraite. De surcroît, cette population était beaucoup plus riche qu'elle ne l'est aujourd'hui. Liège, et c'est un des éléments centraux de l'analyse, est aujourd'hui une ville appauvrie. C'est-à-dire que nous avons quelque chose sans doute comme 100 000 bourgeois, et le terme ici est purement descriptif, qui ont quitté la ville entre 1975 et aujourd'hui, plus ou moins. Ces personnes sont allées s'établir pour un grand nombre d'entre elles dans la périphérie, la grande périphérie, voire pour certaines beaucoup plus loin. Aucune n'a emporté avec elle la part de la dette pension relative aux services dont elle avait bénéficié. Les gens qui sont allés s'établir dans des communes rurales, néo-rurales, etc., sont allés aujourd'hui dans des communes où le service rendu à la population il y a 50 ans était anémique, et pour cause, il n'y avait presque personne. Comment peut-on tolérer un système dans lequel une population appauvrie qui demeure dans la grande ville doit payer la dette pension pour un service dont elle n'a pas bénéficié et qui a bénéficié à d'autres? C'est évidemment totalement inique. Et nous devons être lucides par rapport à cette réalité. Et la lucidité recommande de constater que nous avons aujourd'hui perdu l'influence politique, le leadership politique qui nous permettrait de contester cela dans les niveaux de pouvoir où ça se passe. Et je pense que nous devons affronter cette réalité. Cette autonomie communale disparue, elle se manifeste aussi dans de multiples dispositifs fiscaux qui sont aujourd'hui dramatiquement injustes. Alors on va débattre de l'assiette du précompte immobilier à l'interne de la ville, et effectivement, et je suis d'accord avec ça, il y a des corrections à faire. Il est évidemment inacceptable que quelqu'un qui a fait de lourds travaux sans permis paye la moitié du précompte de quelqu'un qui a fait les choses dans les règles, ce qui est aujourd'hui une réalité quotidienne vécue par bon nombre de nos concitoyens. Donc cette situation d'une assiette fiscale très très injuste, très très inéquitable du précompte immobilier, nous pouvons peut-être la corriger relativement à l'intérieur de notre territoire communal, mais la plus grande injustice se passe évidemment au-delà de celui-ci, dans le maintien aujourd'hui de précomptes, de revenus cadastraux, qui sont totalement déséquilibrés par rapport à la valeur réelle des biens en question. Et là encore, il s'agit, comme je ne prends ici que cet exemple, mais il y en a des dizaines d'autres du même acabit, il s'agit encore une fois d'une situation qui se fait au détriment de la grande ville. De façon générale, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on ne prend pas en charge, on ne reconnaît pas les coûts inhérents à la centralité urbaine, en dépit
d'un fonds des communes, certes plus important pour les grandes villes, ce surfinancement dans le fonds des communes est très très loin de compenser la réalité. Et à ce titre, mesdames et messieurs les membres du collège, et monsieur le bourgmestre qui nous écoute peut-être, il me tient vraiment à cœur de répéter à quel point je ne comprends pas que vous n'ayez toujours pas fait diligenter cette étude sur les coûts de la centralité qui nous permettrait enfin d'objectiver cette situation que nous vivons aujourd'hui et qui nous est tellement défavorable. Je pense qu'il est nécessaire de mandater un bureau d'études, un centre d'études universitaire, pour faire un état des lieux de cette situation et chiffrer sur tous les registres, et chacun d'entre vous, mesdames et messieurs les membres du collège, dans vos attributions respectives, vous connaissez cette réalité. Vous connaissez cette réalité au niveau de la petite enfance, vous connaissez cette réalité au niveau de l'égouttage, vous connaissez cette réalité au niveau de la police, au niveau du CPS. Tous les domaines de l'action publique sont aujourd'hui frappés par cette asymétrie et donc cette injustice. Deuxième remarque, Liège est aujourd'hui dans une situation d'entre-deux, redoutable. Et je pense que la crise du Covid en particulier a fait apparaître cette réalité. Liège n'est pas, malheureusement, la métropole qu'elle se rêve d'être. Elle pourrait, elle aurait pu, mais nous ne sommes pas aujourd'hui une métropole, c'est-à-dire un lieu qui est attractif sur le plan de l'emploi, qui est attractif sur le plan du logement, qui offre des services, qui drainent une population venant d'un large périmètre. Ce n'est pas le cas de Liège aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas non plus la petite ville attractive par sa qualité de vie, comme peuvent l'être Namur, Marchand-Famenne ou Maastricht. Et donc nous vivons dans cet entre-deux où la qualité de vie est celle d'une métropole, c'est-à-dire une qualité de vie dégradée par, certes, le chantier aujourd'hui, les chantiers, mais surtout par la pollution de l'air, par les multiples nuisances environnementales que nous subissons, par l'omniprésence de la voiture dans la ville. Cette réalité-là, nous la connaissons très bien, en tout cas tous ceux qui vivent dans le fond de vallée. Et parallèlement à ça, nous n'avons pas aujourd'hui les attributs de la métropole, ce qui nous place dans une situation très incertaine. Cet entre-deux se traduit, et à mon avis est l'explication fondamentale de l'appauvrissement que nous connaissons aujourd'hui. Liège, aujourd'hui, est devenue la commune la plus pauvre de l'arrondissement. Ce n'était pas le cas il y a encore 5 ans, et cette situation s'aggrave. Je pense que les voyants devraient être au rouge par rapport à cette réalité. Pire, nous perdons des habitants, nous continuons à perdre des habitants, et pas uniquement à cause des inondations, en dépit d'une poursuite de l'artificialisation du sol, ce qui nous mène naturellement dans une situation budgétaire alarmante. Deuxième constat. Troisième constat, c'est celui du contexte écologique. Les contraintes matérielles se durcissent. Et j'en appelle ici à tous ceux qui ont un peu de socialisme dans leur gène politique. Nous devons revenir à la matière. La matière contraint le paysage dans lequel nous évoluons. Et cette matière, aujourd'hui, elle est contraire. Les ressources se raréfient, c'est une réalité. Elles se raréfient pour toutes sortes de raisons, mais elles se raréfient fondamentalement parce que l'humanité les exploite de façon trop importante, et nous ne sommes plus à l'époque où les ressources coulent et couleront. On ne pourra plus faire autant qu'avant, il va falloir faire mieux. Et il va donc falloir partager si on veut que chacun ait accès au minimum, c'est-à-dire qu'il va falloir changer nos standards en termes de fiscalité, en termes de redistribution, etc. Alors, dans ce contexte, que dit ce plan de gestion? Qu'est-ce qu'amène ce plan de gestion? Alors, la première chose, peut-être que je vais surprendre certains d'entre vous, je pense qu'il nous amène à faire quelque chose qu'on aurait dû faire depuis longtemps et que peut-être une majorité politique a eu du mal à réaliser, c'est s'interroger sur l'optimisation du service public. Je pense que c'est le devoir de tous ceux qui croient au service public d'en permanence chercher la bonne utilisation des deniers publics, la bonne utilisation de l'argent qui vient de chacun d'entre nous. Et à ce titre, je pense qu'un certain nombre de décisions qui sont proposées ici sont positives. Le fait qu'on aille supprimer la publicité dans l'enseignement, le fait qu'on actualise l'assiette cadastrale, la contribution du sport professionnel aux dépenses de police, l'extension de la zone de stationnement, même si je partage l'analyse de Caroline Sall, mais je pense que c'est dans le long terme que cette réalité va se produire, les nominations, bien entendu, toutes ces choses-là participent à une bonne gestion de deniers publics, et je pense qu'elles sont donc souhaitables, heureuses, et voilà, je ne veux pas faire la liste extensive. Dans le même temps, nous constatons un certain nombre de fragilités et de points d'inquiétude ou parfois d'optimisme trop important de Madame Leschfine qui en a parfois beaucoup de l'optimisme. Alors je comprends qu'il en faille pour affronter la situation dans laquelle nous sommes, mais il ne faudrait pas que ça nous aveugle. Alors
on est dans une situation aujourd'hui où le personnel communal est en tension. Ça a été souligné, ressouligné. Je pense notamment que l'épisode de cette crèche à Grivnier qui a dû fermer pour une situation de manque de personnel est un signal d'alarme important. On sait qu'on a renouvelé peu de personnel depuis l'automne dernier. C'est également quelque chose d'inquiétant. De façon générale, il faut absolument être dans une optique où on ne perd pas de vue notamment la question de l'emploi des jeunes et aussi de l'emploi public des jeunes. Je serais absolument alarmé si on devait aller vers cette logique de non-renouvellement du personnel partant à la pension. Le refinancement fédéral de 19 millions qui est escompté pour 2025 me semble certes indispensable et nécessaire, mais absolument incertain. Et donc faire reposer une grande partie de l'équation qui nous est proposée ici sur cette hypothèse me semble une manière de reporter, à la prochaine législature, une énorme patate chaude. On aura certainement l'occasion d'en rediscuter, mais je pense que là, l'optimisme est trop important. La fermeture des mairies de quartier, ça a été souligné aussi, est à notre sens problématique. Et puis surtout, ce plan oxygène, qui porte en fait fort mal son nom. Alors, certes, on est content, parce qu'on n'a que ça. On va devoir payer 12 millions d'euros par an, à défaut d'être en faillite, grosso modo. Et certes, le fait que les intérêts soient pris en charge par la région, a fortiori dans un contexte inflationniste, est une mesure de soutien bien réelle. Il n'empêche, ce plan oxygène ne résout pas du tout fondamentalement la situation. Alors, l'appréciation générale qu'on a envie d'avoir sur ce plan, c'est que, dans l'ensemble, vous limitez la casse. Vous repoussez le couperet, comme on l'a fait déjà tant et tant de fois. On repousse l'échéance, on se sauve pour quelque temps, et c'est peut-être une génération politique aujourd'hui qui termine son parcours, qui va repousser à la suivante un sacré fardeau. Je reconnais même une certaine maestria dans l'exercice. On voit qu'il y a du savoir-faire, on voit qu'il y a du travail. Vous avez beaucoup bossé pour ce plan de gestion, c'est évident, mais il n'apporte pas de réponse fondamentale aux questions que je soulevais en entrée de cette intervention. Et tout ce qu'il faut souligner aussi, c'est tout ce qu'il ne fait pas, tout ce qu'on ne rencontre pas aujourd'hui dans les objectifs auxquels la ville est confrontée. Il faut préparer la ville au changement climatique, d'urgence. Alors certes, il y a un plan canopé, Monsieur Léchevin, ce plan canopé est une bonne chose, il concerne essentiellement le domaine privé. On a besoin de planter des arbres massivement dans l'espace public, on en est encore loin et on sait que ça va coûter cher et on sait que ça va être compliqué. La question du droit au logement reste absolument primordiale aujourd'hui à Liège, non seulement le droit au logement, mais au logement de qualité, c'est-à-dire au logement qui ne ruine pas ses habitants par la consommation d'énergie. Comment va-t-on faire? Quelle perspective a-t-on en termes de construction, de rénovation, de qualité de vie dans les quartiers? Pas grand-chose. La réalité aujourd'hui à Liège, c'est que dans beaucoup de quartiers, les habitants souhaitent s'en aller parce que la qualité de vie n'est pas au rendez-vous, parce que l'état du bâti n'est pas simplement suffisant pour leur permettre de vivre décemment dans un contexte où le gaz coûte les sommes astronomiques qu'il coûte aujourd'hui. La pollution de l'air fait des centaines de morts chaque année, littéralement. Des centaines de Liégeois meurent chaque année. Alors l'avantage, c'est qu'on ne sait pas faire un lien direct en disant celui-là, il est mort de la pollution de l'air. Mais voilà, il y a des cancers, des maladies cardiovasculaires, toute une série d'autres pathologies qui sont liées directement et dont on sait aujourd'hui statistiquement qu'elles sont causées par la pollution de l'air. Cette pollution de l'air, elle est une réalité quotidiennement vécue par les gens qui vivent dans les quartiers, particulièrement les quartiers du fond de vallée. Si on veut retrouver une dynamique dans cette ville, il va falloir offrir aux habitants des quartiers de Liège une perspective sur cette question. Le soutien au monde culturel et associatif. Alors, on met des bornes. On a besoin au minimum d'indexer. Les structures culturelles sont, comme tout le monde, confrontées à des factures qui explosent, sont, comme tout le monde, confrontées à des coûts très importants, dans notamment l'isolation de leurs bâtiments et d'autres enjeux. Il est évident qu'il faut soutenir ce monde culturel qui est une des richesses principales de Liège. C'est quelque chose qui aujourd'hui est très largement insuffisant dans les perspectives que vous nous donnez. Et puis il faut répondre à l'explosion des prix énergétiques. C'est aujourd'hui la question centrale, la question sociale centrale, qui est en train de nous mettre tout le monde par terre, et l'hiver prochain va être encore 2 fois, 3 fois plus dur que celui qu'on vient d'avoir. Les factures de régularisation sont en train d'arriver pour tout le monde, et on est simplement dans des équations où c'est plus possible. C'est plus possible. Alors comment on va faire? Le réseau de chaleur, c'est une perspective formidable. Qu'en fait-on? Comment n'a-t-on pas prévu dans les travaux du tram, tant qu'on ouvrait, pourquoi n'a-t-on pas prévu de mettre le tuyau du réseau de chaleur en dessous?
Une fois qu'on ouvrait, on le mettait dedans. Ça a été proposé, ça a été reproposé. Ça aurait permis de faire une dorsale de réseau de chaleur sur toute l'agglomération jusqu'au Val-Benoît et au-delà. Les régies communales des énergies vertes, que Vega propose avec constance depuis son entrée au conseil communal, voici 10 ans. On n'en est nulle part. Or, ces régies communales des énergies vertes, permettant de donner à chaque citoyen un quota d'énergie gratuite produite par des infrastructures propriété de la ville, si on avait choisi d'investir dans ces outils depuis 5 ans ou 10 ans, aujourd'hui, elles permettraient d'atténuer le choc. Les pistes cyclables, qui sont un outil très concret pour la mobilité des Liégeoises et des Liégeois. Je rappelle que plus de la moitié des foyers liégeois n'ont pas de voiture. Comment se fait-il qu'on n'a pas encore un réseau de pistes cyclables correct? Quelle perspective nous donnez-vous là-dessus? La mobilité décarbonée, l'isolation, etc. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps. Alors, on va balancer 50 millions d'euros. 50 millions d'euros par an dans ces cotisations de responsabilisation. Dans ces cotisations de responsabilisation injustes. 50 millions, 250 euros par liégeois, depuis le nourrisson jusqu'au vieillard. Une famille de Liège, une famille moyenne avec 3 enfants, va par exemple dépenser en moyenne, on va dépenser à sa place, 1 250 euros par an pour payer ces, foutues cotisations de responsabilisation. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ces 50 millions d'euros par an? Par exemple, on aurait pu payer là une deuxième ligne de tram, sans problème, 12 millions d'euros, sans compter les effets retours. On aurait pu payer 200, 300 logements neufs par an. Ça aurait compté. On aurait pu payer tant et tant de choses. 50 millions d'euros par an, c'est la différence entre la situation aujourd'hui d'étouffement dans laquelle nous sommes et une situation dans laquelle on peut réellement investir dans l'avenir. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on attend de vous aujourd'hui? Vega va s'abstenir sur ce plan parce qu'il nous semble que dans l'équation dans laquelle vous travaillez, vous avez fait ce que vous pouviez. Mais nous n'allons pas le soutenir parce que nous attendons de vous que vous soyez porteurs d'un projet, mesdames et messieurs les membres du collège. On attend de vous, dans une circonstance telle que celle-ci, dans laquelle on demande un effort à tout le monde, que vous nous donniez des perspectives. Quel projet portez-vous pour Liège? Quel projet portez-vous pour son agglomération? On attend que vous nous le disiez, et on ne sait pas. Comment est-ce qu'on se situe dans cet entre-deux entre la métropole et la petite ville? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va? Comment proposez-vous de retrouver l'autonomie politique? Comment proposez-vous de retrouver l'autonomie politique qui a marqué Liège pendant tant et tant et tant de siècles et qui aujourd'hui nous a échappé? Je pense que ça passe dans un premier temps par une alliance, une véritable alliance, pas une alliance de façade où on fait une ASBL de bourgmestre, une véritable alliance avec l'agglomération. C'est-à-dire qu'on assume avec toutes les communes, les 24 communes de l'agglomération, que notre destin est lié, que si nous ne jouons pas ensemble, nous allons au casse-pipe. Comment établissons-nous cette alliance? 1. 2. Comment retrouvons-nous le leadership politique en Wallonie? Qui ici est capable d'aller chercher ce leadership? Comment allons-nous faire? Sans ça, on ne va pas y arriver. Si on ne parvient pas à tenir un discours qui est audible à l'échelle de la région, voire du pays, Liège va continuer à s'enfoncer. Si nous ne parvenons pas à faire entendre les préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui, les légitimes préoccupations, à faire reconnaître la légitimité des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons, Liège ne s'en sortira pas. Et pour s'en sortir, il faudra tenir un projet, proposer un projet dans lequel nous ne sommes pas juste en train de nous regarder le nombril. Et ça, c'est compliqué quand on est à Liège. Et troisième chose et dernière chose, en conclusion, mesdames et messieurs les membres du collège, vous êtes aujourd'hui face au choix entre l'écosocialisme et la barbarie. Et donc il va falloir, sur cette question-là, vous positionner beaucoup plus clairement. Nous ne parviendrons à garantir à chacun de nos concitoyens un destin heureux dans les écueils qui arrivent, dans les très dangereux écueils qui arrivent devant nous, que si nous partageons plus, que si nous garantissons à tous le minimum. Et ça, on n'y est pas. Merci pour votre attention.